Digital Congo, la télévision numérique. Rentrée parlementaire sur fond de pétition à l'Assemblée nationale, alors que dans son discours inaugural, le speaker de cette chambre du Parlement a fait ses mea culpa devant les élus. Les pétitionnaires n'ont pas baissé les bras. Vital Kamerhe sera destitué pour son incompétence, a dit Crispin Bindoulé, initiateur de cette pétition. Entre-temps, les attentes de différentes couches de la population vis-à-vis des parlementaires résonnent déjà. À Butembo par exemple, les syndicats des enseignants attendent à ce que les revendications sur leur situation socio-salariale soient prises en compte dans les débats autour du budget 2026. Dans ce journal, un mot également sur l'évolution de la démocratie en RDC. Alors que l'humanité commémore la journée internationale de la démocratie, un membre de la société civile congolaise voit en même temps le verre à moitié plein et à moitié vide. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du journal sur Digital Congo pour vous informer. On peut également parler de la rentrée des classes pour les députés et sénateurs ce lundi 15 septembre. Après avoir passé quelques mois en vacances auprès de leurs bases respectives à l'Assemblée nationale, la tendance était plutôt marquée par la pétition qui vise tous les membres du bureau. C'est la partie qui a le plus conquis le discours du président de cet hémicycle, laissant passer inaperçu l'aspect essentiellement budgétaire de cette session ordinaire. Le résumé de Tichik Sambi. Très serein, Vital Kamerhe avance. Il sait très bien qu'il est attendu sur une épineuse question, la pétition contre lui et tout son bureau. En raison de quelques malentendus, certainement alimentés par une communication insuffisante et peu fluide, plutôt que par la mauvaise foi ou une volonté de nuire, un groupe de collègues députés ont porté une série de pétitions contre certains membres du bureau, y compris son président, c'est-à-dire moi-même. Pour le président de l'Assemblée nationale, cette initiative parlementaire n'a plus sa raison d'être. Qu'il s'agit d'un exercice parlementaire légitime, qui témoigne de la vitalité de notre démocratie et qui ne devrait pas s'encombrer de vaines polémiques inutilement chronophages. Cependant, il me semble à propos de rappeler que cette initiative devrait être reconsidérée. Alors que la pétition rassemblait déjà plus de 270 signatures, Vital Kamerhe fait ses mea culpa. Je voudrais vous dire, honorables députés, distingués collègues, que s'il y en a parmi vous qui se sont sentis froissés, heurtés ou dérangés de quelque manière que ce soit par ma conduite, par mes propos, qu'ils daignent bien accepter l'expression de mes regrets le plus sincère et j'implore leur pardon. Avec un chapelet marial autour de son cou, le pacificateur, comme il se fait appeler, se tourne vers la Bible pour appeler à l'unité. Dans le psaume 133, nous enseigne ce qui suit. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble
dans l'unité. Essentiellement budgétaire, cette session passera en revue la loi des finances 2026 qui devrait allouer une enveloppe importante dans les secteurs de la défense et de la sécurité. Ne suis-je pas celui que vous appelez affectueusement les pacificateurs? Aujourd'hui encore, je serai pacificateur jusqu'au bout. Et toutes ces excuses présentées par Vital Kamerhe n'ont pas suffi en tout cas pour convaincre les pétitionnaires visiblement déterminés à aller jusqu'au bout de leur initiative. Après avoir déposé leur pétition ayant recueilli plus de 260 signatures, Crispin Bindoulé, son initiateur, estime que Vital Kamerhe sera destitué pour son incompétence. Je vous propose de l'écouter. Monsieur Vital Kamerhe a lui-même reconnu les griefs. Il a lui-même passé aux aveux. Il a demandé pardon. Mais il doit savoir que nous qui s'excuse s'accuse, il doit savoir que nous ne pardonnons pas, nous continuons avec notre procédure législative, parce que nulle part dans le règlement, on dit qu'un président, quand il demande pardon, il faut le laisser partir. Non. Il y a après, nous allons saisir la justice. Vous avez vous-même constaté qu'il a fermé tous les bureaux et nous avons fait recours à la justice, au huissier judiciaire pour venir déposer les différences. Je vous remercie. Merci. Et pendant que ces événements se déroulaient dans l'hémicycle, une autre ambiance a été observée aux alentours du Palais du Peuple. Quelques-uns des adeptes de Vital Kamerhe et même de Samalou Kondé du Sénat, ils ont manifesté leur mécontentement et jugé ces pétitions d'inopportunes au moment où tout ne semble pas bien marcher au pays. Reportage Jean-Émile Senga et Olivier Abedi. Alors que les choses sérieuses reprennent au Parlement, c'est une autre ambiance qui règne aux abords de cet hémicycle, occasionnant des embouteillages terribles tout autour. Des militants et sympathisants de partis politiques et des personnalités sont venus supporter les leurs. Dans cette foule, il est facile de repérer l'Union pour la nation congolaise, parti cher à Vital Kamerhe, visée par une pétition. Mais pour ses soutiens, cette pétition n'est pas la bienvenue. Normalement, concernant cette pétition, moi je pense que dans un premier temps ce n'est pas important avec cette histoire que nous cherchons la cohésion nationale et puis de chercher les dialogues. Vous savez, il ne faut pas frustrer les gens davantage. En ce moment, les Congolais sont focalisés d'abord pour la situation sécuritaire. Mais tout ce qui se passe maintenant, c'est rien que pour les intérêts mesquins des députés nationaux. Ma présence ici, c'est pour apporter mon soutien au président Vital Kamerhe contre cette fameuse pétition. On a un pays qui a plusieurs contraintes. À ce stade, ce qui est primordial, c'est d'abord de songer à la bien-être de la population congolaise. Pétition également contre le président du Sénat qui reçoit lui aussi du soutien de la part de ses partisans. Nous sommes venus soutenir notre président, notre autorité morale, sous l'égide de l'honorable Patient Tamboué, qui est actuellement empêché à Lubumbashi. Nous sommes venus le soutenir. À l'Assemblée nationale, le pétitionnaire reproche au bureau Kamerhe la gestion opaque des finances de leur chambre, la non prise en compte de la situation sociale des députés. Entre-temps, au Sénat, ils accusent Samalou Kondé d'étouffer l'élan des contrôles parlementaires, d'occulter les débats et de se perdre dans une opacité budgétaire jugée insoutenable. Et puisqu'on parle du Sénat, donc avec Jean-Émile Senga, il faut retenir que la rentrée parlementaire a également été lancée ce lundi par son président Jean-Michel Samalou Kondé. Il a demandé aux sénateurs de faire preuve d'engagement pour doter le pays d'un budget conséquent et de faire preuve d'un sens élevé de patriotisme. Un reportage Lisette Senga, Kele Kelo et Timothée Piamboula. La plénière de ce jour marque la rentrée parlementaire pour la session de septembre, réputée budgétaire. Après 3 mois de vacances parlementaires, les sénateurs ont repris le chemin de l'hémicycle, présidé par le président Samalou Kondé, en présence de plusieurs invités, personnalités et membres du gouvernement. Dans son speech, Samalou Kondé a d'abord rendu hommage aux sénateurs disparus et aux victimes des violences et catastrophes dans le pays. Il a par ailleurs lancé un appel à l'unité nationale face aux défis politiques, économiques et sécuritaires
et salué les avancées diplomatiques, notamment l'accord de paix RDC-Rwanda du 27 juin à Washington, la déclaration de principe du 19 juillet et puis l'élection de la RDC à la vice-présidence de la 90e Assemblée générale de l'ONU. Sama Lukonde n'a pas manqué de qualifier ces décisions de courageuses pour la cohésion nationale et pour le rayonnement international de la RDC. La présente session s'ouvre dans un contexte marqué par des enjeux importants pour la vie de notre nation. Notre pays fait actuellement face à des défis sécuritaires, politiques, économiques et financiers qui nécessitent des solutions coordonnées et pragmatiques. Il convient de mentionner l'accord de paix signé le 27 juin 2025 à Washington entre notre pays et le Rwanda, sous la médiation des États-Unis d'Amérique, ainsi que la déclaration de principe conclue le 19 juillet 2025 à Doha entre le gouvernement et le M23 sous l'égide du Qatar. Ces démarches illustrent l'engagement constant de notre pays en faveur de la paix et du dialogue. La rentrée parlementaire de ce jour intervient dans un climat politique particulièrement tendu avec la situation sécuritaire qui demeure préoccupante dans l'est du pays. Rappelons tout de même que le gouvernement congolais avait adopté lors du dernier Conseil des ministres le projet de loi des finances 2025 qui est chiffré à 20,3 milliards de dollars américains, soit une hausse de 16,4% par rapport à celui de 2025. Un texte qui devrait être déposé au Parlement. On ferme momentanément le chapitre lié à la rentrée parlementaire. On va y revenir dans un instant. Le temps pour nous de nous rendre dans la région de l'Est du pays où il n'y a toujours pas d'activité scolaire à Thioyo, dans la sous-division de Djipanda, dans le territoire de Lubero après l'attaque ADF la semaine dernière. Les enseignants ont jeté leur tablier depuis vendredi dernier, appelant le gouvernement congolais à rétablir la paix et la sécurité dans les chefs de la population. Plus de détails avec Delphine Dani depuis Butembo. Visiblement pas disponible pour l'instant. Nous allons parler d'autre chose. Agissons maintenant pour une démocratie au service de la paix et du bien vivre ensemble. C'est le thème de la journée nationale Justice et Paix qui sera désormais célébrée chaque année dans tous les diocèses du pays. La commission Justice et Paix, SENCO, qui porte l'initiative, compte mener des actions allant dans le sens de promouvoir la paix et le bien vivre ensemble en RDC. C'est ce qui justifie d'ailleurs le lancement de la semaine Justice et Paix ce lundi au centre interdiocésain de Kinshasa. Semaine qui aboutira à la célébration de cette journée nationale qui va coïncider avec celle de l'ONU dédiée à la paix sur le plan international, commémorée le 21 septembre. Suivez cet élément. Pour cette première édition de la semaine Justice et Paix de la SENCO, il était d'abord question de présenter la vision du réseau JPC Justice et Paix SENCO qui joue en même temps le rôle du secrétariat technique du projet Pacte social porté par la SENCO et l'ECC, ensuite d'évoquer ses grandes réalisations puis ses perspectives. La mission de Justice et Paix consiste à contribuer à la transformation des structures mentales, sociopolitiques, économique et environnementale qui opprime l'homme. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée nationale de Justice et Paix dans tous les 48 diocèses du pays sous le thème « Agissons maintenant pour une démocratie au service de la paix et du bien vivre ensemble en République démocratique du Congo », a précisé le chargé des programmes de la CJP, SENCO, Cyril Ebokoto. Nous allons aussi, dans le cadre de la participation citoyenne, travailler pour que nous puissions de plus en plus assainir notre gouvernance interne. Nous allons sensibiliser les communautés et la population sur le civisme fiscal. Évoquant les bilans de la Justice et Paix SENCO, Monseigneur José Moko du diocèse d'Idiofa a fait mention de plusieurs actions menées pour promouvoir la cohabitation pacifique au sein des communautés, en l'occurrence son implication dans la crise orchestrée par les Mobondo entre les Teke et les Yaka. En République démocratique du Congo, il existe de milliers de foyers de tensions intercommunautaires. Le travail que mène le réseau national Justice et Paix permet de contribuer à éviter leur éclatement.
Pour ce qui est des perspectives, le chargé de programme de la commission justice et paix Senko a souligné que la JPC compte accompagner toutes les initiatives de paix entreprises, notamment celles de Doha et Washington, sans oublier le pacte social dont elle assure le secrétariat technique et qui constitue la grande contribution de la société civile à la bonne marche du pays. On revient donc sur le chapitre lié à la rentrée parlementaire qui est à peine lancée, mais les attentes des populations surgissent déjà. On se rend présentement à Butembo où les syndicalistes des enseignants de la province éducationnelle Nord Kivu 2 se disent confiants que les parlementaires vont traiter sérieusement les revendications de l'enseignant congolais en cette période, en cette session budgétaire. Ils rappellent aussi que la deuxième tranche des frais des épreuves certificatives passées n'est pas encore payée. Reportage d'Elfan Sindani. À quelques heures de la rentrée parlementaire en République démocratique du Congo, ce sont les avis qui sont partagés. Dans un entretien à Butembo ce lundi 15 septembre, jour de la rentrée parlementaire session de septembre, les syndicats des enseignants et celui des inspecteurs de la province éducationnelle Nord Kivu 2 sont optimistes que cette fois-ci, la question du salaire de l'enseignant congolais sera traitée dans cette session budgétaire. Nous, en tant que représentants des enseignants de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Nord Kivu 2, nous leur mettons en garde que cette fois-ci, les députés, tous les députés élus du Grand Nord, du Nord Kivu 2, qu'ils sont mis en garde que si rien n'est fait pour améliorer les conditions salariales des enseignants de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Nord Kivu 2, en tout cas ils subiront des conséquences et nous serons là pour faire leur contre-campagne parce que c'est nous qui les avons éduqués et c'est nous qui les avions envoyés là à Kinshasa, c'est nous qui avions voté pour eux. Ils ont cette redevabilité envers nous et que nous n'avons jamais constaté. Nous pensons que cette fois-ci, avec toutes les revendications que nous avons déjà posées auprès du gouvernement et que les députés sont toujours copiés, nous pensons qu'il faut s'y mettre, que le budget soit conséquent et que la part de l'inspecteur, surtout la part de la prime pour fonction spéciale, la part de la prime d'itinérance pour les inspecteurs, puissent se retrouver dans ce budget. L'enseignant congolais a un espoir que le Parlement va traiter convenablement ses préoccupations, concluent les syndicalistes. Ici, à Butembo d'Elfan Sindani, pour Digital Congo. On reste donc dans ce même chapitre, mais dans la région où il n'y a toujours pas d'activité scolaire à Ntoyo, dans la sous-division de Ntiapanda, dans le territoire de Lubero. Après l'attaque ADF la semaine dernière, les enseignants ont jeté leur tablier depuis vendredi dernier, appelant le gouvernement congolais à rétablir la paix et la sécurité dont le chef de la population. Plus de détails toujours avec Delphine Sindani depuis Butembo. Les conséquences sont fâcheuses depuis l'attaque ADF dans l'agglomération de Ntoyo à plus ou moins 5 km de Mangurejipa. Des pertes en vies humaines aux côtés de plusieurs dégâts matériels ont causé la peur à la population. Peur au ventre, les enseignants, élèves et écoliers ne savent plus continuer avec les activités scolaires 2025-2026. Ils appellent l'autorité à rétablir la sécurité dans la région. Nous avons joint le fonctionnaire délégué du gouverneur Ntiapanda. M. Monga Mabanga Julio est optimiste que cette situation ne va pas perdurer. Il appelle les enseignants à reprendre le chemin de l'école. De toutes les façons, je ne suis pas d'accord avec toutes ces histoires-là. Je veux bien que l'enseignement reprenne à bout de forme. En dehors des échauffourées que nous avons connues chez nous ici, il y a certaines écoles qui ne fonctionnent pas à cause de l'insécurité. Ceux qui ont quitté les villages pour les centres commerciaux de Ntiapanda, il faut qu'ils reprennent le cours normalement. Nous courons un moment difficile. Je recommande à mes enseignants que les enfants regagnent les cours. Le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 2 est informé de cette situation qui ne permet pas les enseignants d'emprunter le chemin de l'école. Il appelle les enseignants à la résilience et de ne pas donner la place à l'ennemi en abandonnant les enfants. Malheureusement, nous déplorons cette situation-là parce que nous sommes en train de nous rabattre aux autorités politico-administratives pour sécuriser ces milieux-là. Et nous sommes en train de demander aux acteurs éducatifs de rester résilients. La crainte que nous avons, c'est qu'effectivement, il y a des enfants qui vont rater leurs enseignements. Là où ils sont allés, démotivés, traumatisés, ils risquent de rater. C'est pourquoi nous sommes en train de formuler
une recommandation. Nous sommes en train de présenter notre cri auprès des autorités pour voir comment ils peuvent sécuriser ces milieux pour que l'enfant puisse aussi avoir droit à l'éducation telle que la constitution de notre pays les lui reconnaît. L'agglomération de Ntoyo en secteur de Bapéré a été la cible des ADF la semaine passée, attaque qui avait causé la mort à plus de 70 personnes. Et puis en marge de la rentrée parlementaire, le regroupement des forces politiques alliées à l'UDPS fait le rappel à l'ordre pour la discipline et la loyauté au chef de l'État, autorité morale de l'Union sacrée de la nation. Au cours d'une grande réunion dite rentrée politique, ses membres se sont réunis autour de son coordonnateur Élisée Bokoumwana en présence du président AI de l'UDPS, Tshisekedi Augustin Kabouya. À l'occasion, les FPAU a aussi évoqué la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC. Suivez cet élément. Présidé par son coordonnateur général, le vice-ministre du budget, Élisée Bokoumwana Maposo, cette activité a porté sur plusieurs sujets d'actualité, notamment la rentrée parlementaire, laquelle dont les élus du FPAU devront faire preuve de responsabilité et patriotisme, entre autres, face à la vague des pétitions initiées dans les deux chambres du Parlement. Un appel au respect de nouvelles directives et à la discipline a été également lancé à leur intention. Il était question pour le coordonnateur général de forces politiques alliées de l'UDPS de réunir les responsables de partis politiques et associations, membres de FPAU, à la veille de cette rentrée parlementaire pour rappeler à tous ces parlementaires de FPAU qu'ils avaient l'obligation, le devoir moral de servir la République avec loyauté, mais aussi avec une grande responsabilité. Il fallait passer en revue la situation sécuritaire du pays. Le cordon général et tout le président de partis politiques membres de FPAU se sont convenus à appeler les forces de sécurité à multiplier, à poursuivre ces efforts de manière à ce que nous puissions reprendre l'intégralité de notre intégrité territoire. Abordant la sécurité au pays, les secrétaires du FPAU ont salué l'engagement du président de la République à travers les initiatives de paix de Washington et des Doha. Quoi de plus normal de renouveler leur engagement aux garants de la paix des institutions ainsi qu'aux forces armées congolaises dans la reconquête de l'intégrité du territoire national. Il faut dire que cette activité était aussi et surtout l'occasion propice pour Élisée Bokoumwana Maposo de réarmer normalement ses troupes pour une rentrée politique saine, ordonnée, avec discipline, telle que voulue selon les recommandations du 10e congrès de l'Union sacrée de la nation, qui a connu la présence de l'autorité politique des références. Notez que cette activité a connu la participation de plusieurs personnalités, dont les secrétaires généraux et présidents intérimaires de l'IDPS, le député national Augustin Kabouya, les sénateurs Jonas Mukamba, des députés et sénateurs du regroupement, mais également de membres du gouvernement. Début ce lundi 15 septembre à Kinshasa, à l'hôtel New Malebo, des réunions paritaires nationales de la société Ligne Maritime Congolaise SA. Ces assises réunissent autour d'une même table le banc patronal et le banc syndical pour discuter des questions sociales et professionnelles au sein de l'entreprise. Commentaire Lisette King. Ces travaux ont été lancés par le directeur général des lignes maritimes congolaises, Jean-Claude Mukendi Mbiamwenza. Dans son allocution, le directeur général de LMC a remercié le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son accompagnement constant dans la dynamique de redressement et de consolidation de cette société stratégique et a invité les participants à engager des réflexions approfondies sur le redressement portant application du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG. Les paritaires nationales de l'année 2025 interviennent dans la foulée d'une importante décision du gouvernement congolais qui intéresse au plus haut décret le monde du travail. Il s'agit du décret numéro 25/22 du 30 mai 2025 portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement. Pendant ces assises,
Il sera engagé une réflexion approfondie sur l'application des dispositions du décret dans les contextes spécifiques des lignes maritimes congolaises en continuant à protéger assurément l'entreprise, notre poule aux œufs d'or. Les assises traiteront aussi des sujets pertinents convenus au terme des travaux préparatoires de la semaine dernière. Nous ne doutons pas que les réflexions des délégués aux paritaires bénéficieront de l'expertise avérée de l'inspection générale du travail et de celle de la NEP. Avant cette ouverture officielle, le président de l'intersyndicale, Jacques Madinunga, a salué le respect par la direction générale des accords, textes et dispositions légales en vigueur. Une reconnaissance qui, selon lui, constitue une base solide pour des discussions franches et apaisées entre les deux parties. Cette manière de diriger cet armement national, monsieur le directeur général, nous donne l'espoir d'un lendemain meilleur, tant pour les agents et cadres actifs que pour les retraités LMC, sans oublier la pérennité de cette entreprise du portefeuille de l'État. Sur ce, retrouvez par ces mots, monsieur le directeur général, nos vives et sincères remerciements. Ces réunions paritaires se poursuivront tout au long de la semaine et devront aboutir à des résolutions concrètes en faveur des travailleurs, mais aussi du bon fonctionnement des lignes maritimes congolaises, fleurons du secteur maritime congolais. Signalons que le lancement de ces assises a été fait en présence des inspecteurs du travail et des délégués de l'ANEP. Tout à fait autre chose, la mise en œuvre du mémorandum d'entente signé au mois de mai dernier à Kinshasa entre le gouvernement congolais via le ministère du Commerce extérieur et le groupe d'entreprises égyptiennes Madout Samit Holding a été évalué dimanche au Nouveau Caire par le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku et le PDG des Mamout Samit Holding. Une foire a été projetée avant la fin de cette année à Kinshasa et à l'issue de laquelle seront signés les contrats entre les entreprises congolaises et égyptiennes. Reportage Obed Kambalé et Thierry Chaban. La mise en œuvre du mémorandum d'entente signé au mois de mai dernier à Kinshasa entre le gouvernement congolais par l'entremise du ministère du Commerce extérieur et le groupe d'entreprises égyptiennes Mahamoud Samir Holding a été évalué ce dimanche 14 septembre 2025 au Nouveau Caire en Égypte par le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahungia, entouré des experts, et Mahamoud Samir, CEO du groupe Mahamoud Samir Holding. Ces deux parties ont salué l'exécution des différents points convenus à Kinshasa, dont l'installation de la Chambre de commerce égyptienne, aujourd'hui opérationnelle de la capitale congolaise. Ainsi, elle projette d'organiser à Kinshasa, avant la fin de cette année, une foire dans laquelle seront explorés les domaines dans lesquels les entreprises égyptiennes vont œuvrer en République démocratique du Congo, a fait entendre le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahungia, au cours de l'interview accordée à la presse congolaise et égyptienne. Des contrats seront signés entre les entreprises congolaises et égyptiennes dans plusieurs secteurs dont l'agriculture, l'élevage et la pêche, car ces deux pays comptent transformer les problèmes communs en opportunités d'affaires avec des échanges qui sont en deçà des 50 millions de dollars américains, désormais projetés à 1 milliard de dollars américains dans 3 ans et à des dizaines de milliards de dollars américains entre 5 et 10 ans, a ajouté le ministre du Commerce extérieur qui a salué les capacités techniques et financières du groupe Mahamoud Samir Holding qui construit de grandes infrastructures qui métamorphosent le Nouveau Caire. Nous avons projeté ensemble l'organisation d'une activité à Kinshasa, une foire qui va regrouper la partie égyptienne et la partie congolaise pour qu'on passe à la vitesse supérieure. Parce que comme vous le savez, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, nous a instruit de passer désormais à l'acte dans ce nouveau gouvernement pour éviter des théories. Je voudrais ici inviter la Fédération des entreprises du Congo, la FEC, à pouvoir se joindre à nos efforts pour que lorsque nous allons nous retrouver à Kinshasa dans cette activité foraine, eh bien que les entreprises égyptiennes puissent collaborer avec les entreprises congolaises. Côté égyptien, le CEO du groupe Mahamoud Samir Holding a félicité le gouvernement congolais pour le pragmatisme de ce ministre du Commerce extérieur, puisqu'il est déterminé à accélérer la mise en œuvre de cette coopération économique et commerciale. Maximisation des recettes publiques.
La Direction générale des douanes et Axis a réceptionné samedi 2 canaux hors bord pour assurer la mobilité des agents. L'initiative vise à renforcer les mesures prises dans le cadre de la lutte contre la fraude douanière. La cérémonie a vécu au Majestic River à Kinshasa. Le directeur général Bernard Kabese Moussangu, empêché, a été représenté par le directeur de logistique et projet. Suivez. C'est dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des agents et cadres de la Direction générale des douanes et Axis que l'équipe projet, avec l'appui du gouvernement, a procédé à la remise de 2 canaux hors bord à l'administration douanière congolaise en présence des représentants du ministre des Finances et du directeur général Bernard Kabese Moussangu empêché. Ces instruments qui sont remis aujourd'hui. Ce projet témoigne non seulement l'engagement du gouvernement congolais d'accompagner et de soutenir la douane congolaise dans ses efforts de modernisation, mais aussi et surtout de l'appuyer dans la lutte contre la fraude douanière. Représentant le directeur général des douanes et Axis à cette cérémonie, le directeur des logistiques et projets, Gabriel Mouepou, a remercié l'équipe projet pour la dotation de ces 2 canaux hors bord. Au nom de Monsieur le directeur général de douanes et Axis et de tous les apprenants de la Direction générale de douane et Axis, nous tenons à exprimer notre sincère gratitude pour l'organisation de cette session de formation en conduite de bateaux, mais aussi pour la mise à notre disposition de 2 nouveaux bateaux. Au niveau de la DGDA, nous sommes convaincus que ces bateaux vont contribuer à la lutte contre la fraude. Pour le directeur du cabinet du ministre des Finances, ces nouveaux équipements acquis renforceront la qualité des surveillances douanières, maritimes et fluviales. Nous avons besoin d'une ambitieuse infrastructure de douane et ces nouveaux équipements renforceront indiscutablement la portée et la qualité de notre surveillance douanière, maritime ainsi que fluviale. Cette cérémonie s'est clôturée par la remise des diplômes et médailles aux participants qui ont suivi une session de formation en conduite des bateaux organisée par l'équipe projet en partenariat avec la société sud-africaine Guess Maritime. Des honneurs. Dernière nouvelle avant de nous quitter, on parle du prix de l'excellence dénommé Mwinda Award qui ont dévoilé lors d'une soirée de gala organisée dans la nuit de dimanche à ce lundi au centre culturel de Kinshasa. Il était question de récompenser les mérites des Congolais qui brillent dans leurs domaines respectifs. Une vingtaine de personnes ont été plébiscitées cette nuit. Parmi les nominés figure Hugues Bole Ndombo, président du mouvement citoyen éclairé qui a remporté le trophée Mwinda Award de l'espoir politique, Yvonne Amouri et José Mazoa. Large sourire sur les lèvres, ces lauréats du prix de l'excellence dénommé Mwinda Award se plaisent à contempler cette récompense qui traduit leurs efforts à prier dans leurs domaines différents. Parmi une vingtaine de personnes plébiscitées ce soir, figure Hugues Bole Ndombo, président du mouvement citoyen éclairé qui a remporté le trophée Mwinda Award de l'espoir politique. Quoi de plus normal pour lui de remercier les organisateurs, en particulier Jonathan Bilari, son initiateur, et à féliciter tous les jeunes nominés qui brillent dans différents domaines. Il dédie ces trophées aux jeunes Congolais, en particulier ceux de l'Est du pays. C'est un trophée supplémentaire. Alors nous on dit merci déjà aux organisateurs d'avoir pensé à nous. Ça prouve à suffisance que le travail qu'on fait est un travail qui touche toute la nation. Mais pour moi, c'est plus une responsabilité qu'un mérite, de se dire qu'on a une charge sur la jeunesse congolaise et sur l'ensemble de la population congolaise. Moi, je dis à la jeunesse congolaise, comme d'habitude, ne vous laissez pas manipuler, instrumentaliser, continuez à réfléchir, continuez à avoir l'esprit critique et l'amour de notre pays. La grande conférence vient le 6 novembre à Lubumbashi. Nous sommes en pleine préparation. Pour tout dire, ces prix visent à réinventer la célébration des talents locaux et continentaux à travers sa philosophie panafricaine et sa vision holistique de l'excellence. Quel état de lieu faut-il faire de la démocratie en RDC? Cette question vaut toute sa place alors que l'humanité tout entière commémore ce 15 septembre la journée internationale de la démocratie. En RDC, cette journée est marquée par des réflexions sur les acquis mais aussi les défis persistants.
On va le voir. Corruption, non-respect de loi, répression de voix divergentes, ces mots caractérisent l'environnement sociopolitique de la RDC, non propice à un pays démocratique. Pour Jonas Tchombela, qui fait cet état des lieux, ces climats affaiblit la confiance entre le peuple et ses dirigeants. La démocratie, d'abord, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Maintenant, quand vous appliquez cette définition à la République démocratique du Congo, est-ce que le peuple exerce son pouvoir? Est-ce que le pouvoir est obtenu à partir du peuple? Quand les gens prennent les armes sans l'avis du peuple, est-ce que c'est de la démocratie? Quand les gens détournent les biens publics sans que le peuple n'intervienne, est-ce que c'est la démocratie? Donc, en République démocratique du Congo, nous sommes dans une sorte de forme de démocrature, c'est-à-dire la caricature de la démocratie, où le peuple n'a pas assez de choses à dire sur son destin. Cependant, il ne faut pas que voir les verres à moitié vides. Les présidents du cadre de concertation nationale de la société civile saluent tout de même les avancées significatives de la République démocratique du Congo en ce qui concerne la démocratie. L'une des preuves qu'il évolue, c'est l'organisation régulière des élections. Il y a des avancées parce que nous avons des textes qui fondent le base des principes démocratiques. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est qu'on applique ces textes dans leur volonté réelle du départ qui ont été émises par le parlementaire qui ont voté ce type de loi. Donc, la Constitution, par exemple, nous dit qu'à la fin du mandat, un président devient de deuxième mandat, il ne peut pas postuler troisième mandat. C'est un principe qui est émis dans la Constitution qu'il faut respecter. En RDC, malgré les élections et un cadre institutionnel en place, plusieurs voix s'élèvent pour pointer les insuffisances dans la consolidation d'un véritable État démocratique. Pour l'instant, c'est la fin de ce journal. Madame, Messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. Juste après cette édition d'information, suivez les pages magazines de la force politique alliée à l'UDPS, FPAU, mais également de la ligne maritime congolaise SA. Juste après ce journal donc. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Digital Congo, la télévision numérique.